Voilà, je pense qu'on peut démarrer du coup. C'est bon? On commence, ok. Ouais. Alors, attends. Écoutez, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce live organisé par l'OMAS. Ce soir, nous recevrons Basma Chaeb, qui est, je vais présenter Basma. Elle a 13 ans d'expérience dans le domaine de la finance conventionnelle, ainsi que 2 masters, un en finance et un en gestion de patrimoine qu'elle a obtenu cette année. Ça veut dire qu'elle a beaucoup travaillé cette année. Bravo à Basma déjà quand même, ça demande beaucoup d'organisation. Elle est également fondatrice de l'association Nissa Invest, mais aussi celle d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui s'appelle Belkis Patrimoine. Et elle rédige également des articles pour Club Patrimoine. Alors ce soir, nous allons aborder le sujet du financement des structures de professionnels de santé. Basma, je te laisse présenter justement ce qu'est Nissa Invest. Quels sont vos champs d'investissement et à qui ils sont proposés justement ces investissements? Oui, alors du coup, Nissa, donc merci à l'OMAS de m'accueillir aujourd'hui pour ce thème. Donc Nissa Invest, c'est un groupe de femmes investisseurs donc, qui intervient de divers horizons professionnels qui contribuent de manière qui contribuent au financement de structures d'entreprises. Alors, donc c'est un cercle uniquement féminin. La femme est encore absente sur le terrain de la finance. Donc, je voulais redorer un peu, dynamiser un peu l'image de la femme sur ce secteur. Et à côté de ça, donc, elle commence à avoir des postes à responsabilité elle souhaite aussi participer un petit peu à ce qu'on appelle à l'économie réelle, donc savoir où va son argent et qu'est-ce qu'elle peut financer, mais de manière directe. Donc, ça va être des petites structures en général, ou ça va être des structures à plus grande échelle. Donc là, la plupart ont investi dans une néobanque exactement. Et puis là, il y a un autre projet que je présenterai vers la fin qui se présente à elle également. Donc aujourd'hui, on est 35 adhérentes. Et comme je disais donc en introduction, elles viennent du milieu médical, par exemple, de l'immobilier ou de la finance ou du marketing. Donc moi, je ne travaille pas toute seule, donc j'ai un bureau donc, qui est de 5 membres avec moi. Et donc les 4 membres sont de divers horizons aussi professionnels qui nous aident au moins à avoir une analyse des projets qu'on nous présente. Donc ça couvre le volet juridique, marketing et puis finance. Donc voilà. Ça veut dire qu'une personne qui se présente, un professionnel de santé, vous demande conseil, vous pouvez donc l'orienter pas seulement sur l'investissement. Vous avez un accompagnement juridique, par exemple avec un avocat ou une juriste, pour répondre à ces questions justement en particulier ou autre. En fait, le porteur de projet donc, arrive en général avec un certain nombre avec son projet, tout simplement. Et nous, en fait, en général, donc, on peut aussi effectivement répondre à certains volets fiscaux, juridiques, pour qu'il puisse faire sa levée de fonds. Ça, c'est quelque chose effectivement qu'on peut orienter. Voilà. Mais il faudrait faut que le porteur de projet arrive déjà avec son projet bien ficelé et qu'il ait déjà vu aussi en amont le volet juridique, parce que nous, on va faire juste une étude pour pouvoir le présenter à nos femmes investisseurs. Donc, il y a par exemple donc, des structures qui font appel à l'épargne publique, donc c'est on fait une levée de fonds. Et en fait, en général, il faut que les statuts prévoient justement l'introduction de nouveaux actionnaires, mais il faut aussi qu'il y ait un pacte d'actionnaires également. Donc voilà, en général, ils arrivent quand même avec un bon accompagnement sur ce plan-là, avant de faire la levée de fonds. D'accord. Et justement, cette levée de fonds, est-ce qu'il y a, comment dire, un seuil maximal justement pour la levée de fonds ou non Non, vraiment... en fait, non du tout. Après, c'est la capacité que nous avons à financer des projets et de l'appétence en fait, des investisseuses au sein du groupe. En fait. Donc, alors, on est très sensible aussi à l'entrepreneuriat au féminin. Donc, voilà, sachant que donc, il y a eu des statistiques quand même qui montrent que les investisseurs hommes investissent plus sur des projets d'hommes que de femmes. Donc, ils ont moins confiance en la femme. Alors que les projets de femmes, ça a été prouvé aussi également que les projets sont plus pérennes du côté féminin. D'accord, très bien. Alors, vous, en tout cas, avec Nissa Invest, alors ce sont des femmes qui sont là pour investir dans des projets, mais vous,
il n'y a pas de discrimination, vous êtes vraiment ouverte à toutes les personnes. Je veux dire que ce soit un homme ou une femme professionnelle de la santé, au contraire, je veux dire, vous aidez tout le monde. Oui, effectivement, les porteurs de projets, ils sont masculins et féminins. Nous, en fait, on fait référence à l'idée, en fait. C'est l'idée qui est intéressante ou pas, en fait. Donc, au-delà du genre, voilà. Alors, et comment vous intervenir? Enfin, je veux dire, ce serait par exemple un cabinet médical, je veux dire, pour une petite structure ou même les grosses structures ou après ça, voilà, moi je suis pas dans le milieu de la santé, mais je veux dire quelqu'un qui est justement lui médecin, il veut peut-être s'associer avec d'autres personnes. Est-ce qu'ils sont 5 médecins? Mais je veux dire, on a peut-être un ophtalmo, on a un dentiste, on a aussi un orthodontiste. Est-ce que ces personnes, je veux dire, peuvent justement ouvrir le cabinet ensemble et je veux dire, comment dire, parce que généralement, ce sera un assez gros cabinet, il y aura du flux. Est-ce que justement, vous prenez aussi ce type de projet ou vous restez vraiment sur Du juste coup, un médecin qui veut ouvrir son petit cabinet? ouais, en fait, on est en train d'introduire le pourquoi du comment, justement. Donc, du coup, c'est le thème de ce soir, du coup. Et oui, effectivement, l'actionnariat enfin, en fait, nous, on va financer donc, la structure, donc, potentiellement. Donc, ils vont s'associer et ils ont besoin d'un cabinet, par exemple, donc, qui coûte, je dis n'importe quoi, 100 000 euros. Effectivement, ils peuvent nous dire, bah voilà, avec les 100 000 euros, ce qu'on va acheter, on veut acheter le cabinet. Voilà. Et puis, on va se regrouper, on a besoin de financement de 100 000 euros. Voilà. Et par contre, oui, effectivement, on peut intervenir à ce moment-là. Donc, D'accord. après, ça, c'est Alors, pas de l'actionnariat parce qu'on ne peut pas, mais du coup, ça va. On peut démarrer du coup la présentation. Voilà. C'est une bonne transition. vas-y alors. Allez, go. Hop, voilà. Alors du coup, j'ai donc pour cette conférence sur le thème de la finance et du financement des structures de santé, j'ai décomposé en 3 volets. Donc un, vos problématiques. Le deuxième volet, c'est les alternatives et un petit volet sur les conseils pratiques entrepreneuriales. Alors, les problématiques qui se posent en termes, dans le domaine de la santé pour le financement, il y a 2 choses. Donc, déjà, une partie de la profession ne veut pas passer par un financement bancaire. Donc, c'est l'absence d'intermédiaire financier pour le montage, donc, qui peut poser problématique pour certains. Et la deuxième problématique, c'est qu'en fait, l'ordre des médecins impose justement que les médecins peuvent se regrouper qu'entre eux dans le cadre d'une structure juridique. Donc ces 2 volets sont problématiques parce qu'en fait, vous ne pouvez pas, entre guillemets, faire un financement, faire appel à de l'épargne du public. Voilà. Ça, c'est sans passer vraiment par la banque, entre guillemets. Alors, il y a plusieurs alternatives. Donc, la première, effectivement, donc, qui est la prise de participation au capital, hein, donc qu'elle soit permanente ou dégressive. Alors, on parle de permanente parce que ça peut être plusieurs médecins qui se regroupent et de manière permanente, hein, mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est une prise de participation dégressive. Donc vous réunissez avec plusieurs médecins et en fait, il y aura un porteur de projet donc qui cherche des actionnaires médecins et il leur dit au bout de, je dis n'importe quoi, 5 ou 7 ans, je m'engage à vous racheter vos parts. Donc, ce qui permet, entre guillemets, lui, de préparer sa trésorerie et puis de préparer aussi sur le plan financier et d'être totalement propriétaire de sa structure au bout de 5-7 ans. Donc tout ça, ça va être accompagné sur un fort volet juridique avec notamment des statuts, donc des statuts qui sont bien ficelés, avec aussi un pacte d'actionnaires. Donc il n'y a pas toutes les structures juridiques qui peuvent accueillir ce type de financement. Donc là, j'en ai cité quelques-uns. Donc il y a la CELAS et la CELARM. Et donc voilà, dans ce que je disais, donc c'est uniquement possible entre professionnels de santé. Et puis également, l'idée aussi, c'est de créer un espèce d'effet de synergie avec un vrai partage de risque au sein du cabinet. Alors, comment vous pouvez faire justement cette prise de participation directe? Alors, vous pouvez lever des fonds, mais pas plus de 150 personnes identifiées. Donc, l'AMF, parce qu'en fait, en général, donc, ce qu'il faut savoir en France, quand on touche à l'épargne du public, il y a ce qu'on appelle un régulateur qui s'appelle l'autorité des marchés financiers ou l'ACPR exactement. Donc, c'est aussi un régulateur qui, entre guillemets, ça, c'est leur moyen d'un peu de réguler un petit peu toutes ces levées de fonds qu'on puisse faire un petit peu, j'ai envie de dire, excusez-moi du terme, mais un petit peu à l'arrache ces dernières années. Donc là, ils ont bien cadré. Donc, par contre, vous pouvez donc effectivement donc, lever des fonds, mais pas de plus de 150 personnes, donc des 150 personnes, mais que vous avez identifiées. Donc, admettons, vous avez un petit cercle d'amis, vous présentez le projet, mais ça, en fait, donc, vous n'avez pas besoin d'agrément
et vous n'avez pas le droit de faire de publication. Donc, si vous faites une publication sur Facebook, c'est considéré comme de l'appel à d'épargne publique, et ça, c'est interdit en France. Donc là, vous passez, donc il n'y a pas de seuil, hein, vous faites appel, ce qu'on appelle un peu la love money, entre guillemets, en anglais, et là, vous n'avez pas d'intermédiaire. Donc, vous pouvez aussi, de manière très officielle, faire votre levée de fonds via un document d'information synthétique, donc ce qu'on appelle un DIS, donc, qui est un document qui est lié aux autorités des marchés financiers. Et là, vous pouvez faire une levée de fonds jusqu'à 8 millions d'euros. Donc, c'est toujours sans intermédiaire. Et là, il y a pas de souci sur la publication. Vous pouvez faire ces levées de fonds également via des plateformes de financement participatif. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 types de statuts, hein. Donc, il y a le conseiller en investissement participatif et aussi l'IFP. Donc là, c'est également aussi, encore et toujours, un agrément qui est délivré par les autorités des marchés financiers avec un cahier des charges qui est assez sévère. Donc, pour avoir plus ou moins vu de mes propres yeux un agrément, donc c'est des échanges qui peuvent être de 1 an à 2 ans avec l'AMF, mais sur toutes les parties juridiques et de la plateforme, hein. C'est vraiment, là, cet agrément, il est français. Et là, il y a eu très récemment une réglementation européenne qui va faire qu'en fait, maintenant, l'agrément peut être utilisé vraiment sur toute l'Europe. Donc, voilà, ce qui va donner un champ de vision un peu plus large de cette plateforme de financement participatif. Et puis, il y a une solution en financement coopératif. Et là, franchement, elle est vraiment dédiée sur les officines de pharmacie. Donc là, il n'y a pas de seuil pour ces solutions. Alors, la difficulté dans l'ensemble, c'est effectivement quand on est sur de l'actionnariat, je le redis, c'est la captation de professionnels de santé en tant qu'investisseurs. Donc là, vous avez de la chance d'être entre vous. Effectivement, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être aussi développé au sein de l'OMAS quand il y a ce genre de projet. Alors, j'ai fait un petit schéma. Donc là, on a le projet. Donc, il y a les investisseurs qui apportent le capital financier donc, au projet. Et à côté de ça, donc, il y a l'entrepreneur qui apporte aussi du capital humain, nature et financier. Et et l'idée, c'est effectivement donc vous partagez vraiment les pertes et les profits avec l'entrepreneur. Voilà. Ensuite, il y a une deuxième solution qui s'appelle un partenariat économique, donc entre un financier et un entrepreneur. Là, il n'y a pas du tout d'introduction au capital, hein. Donc, c'est vraiment un financier, donc il apporte le capital, et l'entrepreneur qui apporte plutôt son savoir-faire. Donc là, j'ai mis le schéma un petit peu de comment ça se passait. Donc l'investisseur qui amène toujours le financier qui apporte, le capital, et puis l'entrepreneur qui apporte toujours son capital humain et savoir-faire. Donc ce qu'attend justement l'investisseur, c'est un rendement, et puis ce qu'attend l'entrepreneur, c'est une rémunération à côté. Alors, si j'ai bien compris, alors un médecin qui souhaite vous demander des fonds, il peut le faire, mais sans lui apporter de capital. Je veux dire capital, je veux dire financier. Oui, enfin, Oui, il peut, alors, mais il est préférable de ramener quand même non. un capital, parce qu'en fait, l'argent montre quand même que la personne a le croit en son projet. Donc, c'est un signe d'engagement, en fait, le capital. D'accord. Donc, sur la partie partenariat économique entre un financier et un entrepreneur, donc il n'y a pas d'entrée, dans ce que je disais, au capital des apporteurs de fonds. Il n'y a aucune initiation dans les affaires, donc il n'y a pas du tout l'investisseur n'intervient pas du tout dans la gestion de l'entreprise. Alors, il y a une obligation de moyens, mais effectivement pas de résultat. Et il y a bien 2 parties qu'on distingue, c'est bien le capital d'un côté et le savoir-faire. Le troisième volet qui est un petit peu entre guillemets, qui ressemble un petit peu au dernier volet, donc certificat d'investissement, qui est dit un petit peu en finance conventionnelle comme une obligation, mais c'est un petit peu donc un emprunt obligataire entre guillemets en finance conventionnelle. Donc là, ça va se focaliser sur un actif bien déterminé. Donc en général, donc ça passe par un véhicule donc qui détient l'actif, et ensuite c'est des personnes qui vont venir justement financer cet actif. Donc la rémunération, elle est versée au porteur de valeurs mobilières, donc parce qu'on considère que cet actif, c'est des valeurs mobilières et qui est directement lié à la performance de l'actif.
Alors, l'avantage de ce mode de financement, il est très souple. Donc, ça peut être des tailles de projets conséquentes. Les types de projets sont assez ouverts et la durée de financement, en fait, tout est modulable. Hein. Donc, ce qui est aussi le cas aussi pour la partie quand vous intégrez le capital, donc quand vous allez intégrer le capital dans une entreprise, tout ce qui va être des points clés du contrat, tout va être entre guillemets matérialisé sur le côté juridique exactement. Donc là, en fait, vous pouvez le prendre comme une obligation. Une obligation, c'est qu'il y a sur un certificat d'investissement, c'est comme si en fait un groupe de personnes investit. Par exemple, je vais prendre l'exemple, là, on en reparlera à la fin, mais il y a un cabinet d'orthodontie, par exemple. Nous, en fait, il y a un groupe d'investisseurs qui va venir financer le fonds de commerce, donc, sans rentrer au capital. Voilà. Alors, donc, comment réaliser ce certificat d'investissement? Donc, c'est toujours l'appel à l'épargne publique au travers d'une levée de fonds, toujours. Et, donc, des business angels aussi peuvent contribuer. Hein, donc, l'association Nice Invest toujours, comme c'est réglementé, idéalement, donc passer par une plateforme. Esma, Ouais, il y a un micro qui est pas coupé. ouais. Tu nous entends, c'est bon? C'est bon, je vous entends. Est-ce que ça coupe parfois de ton côté? On ne voit pas l'image non plus. Ah, excuse-moi, je ne savais pas parce que je ne me vois plus en fait, du coup. Ouais. Et là, vous me voyez? Tu me vois toujours? Ouais, je te vois, ça y est, c'est parfait. Donc toujours par le biais d'une levée de fonds. Hein. Donc, et là, des business angels peuvent intervenir dans le cadre de ce projet et de ce montage, et également une intervention d'une plateforme de crowdfunding comme structure réglementaire pour la levée, parce que c'est toujours cadré en France. Donc la troisième partie, c'est donc les porteurs de projets. Donc quelques conseils. Donc avant de présenter un projet, effectivement, donc faut penser à la partie formalisation. Même si vous avez un corps de métier qui est bien déterminé et très spécialisé. Voilà les points clés que je recommande. Donc, c'est de se poser des questions déjà sur ma situation personnelle, donc mes compétences, est-ce que je dois en acquérir des nouvelles, sur ma situation patrimoniale et familiale. En général, quand on a un projet, ça peut impacter l'entourage directement. Donc, des fonds à investir peuvent pénaliser entre guillemets l'entourage. Donc, se poser aussi des questions sur mon marché. Est-ce que j'ai des concurrents qui sont autour de moi? Est-ce que ma patientèle, est-ce que j'arriverai à la capter en fonction de l'endroit où je m'installe? Donc, les produits et les services également. Donc, je vous aide de plus en plus à essayer de vous diversifier parce qu'il faut essayer de se distinguer par rapport aussi à mon confrère également. Donc, parler aussi d'une stratégie marketing, donc comment répondre à l'ensemble des patients, les positionnements en termes de tarifs. Donc, est-ce que je pars sur un secteur conventionné ou pas? Et puis penser aussi au volet communication si c'est une nouvelle implantation. Le volet aussi juridique est très important, donc mon organisation, ma forme juridique, est-elle appropriée à ma situation personnelle déjà, donc, et puis et est-ce que justement en fonction du montage, du montage financier, est-ce que justement je pars plutôt sur un certificat d'investissement où là j'ai pas d'actionnaire, ou est-ce que je pars sur de l'actionnariat et là je dois chercher des confrères qui peuvent rentrer dans mon capital. Et puis donc le volet, donc les données financières, donc essayer de faire des hypothèses d'activité, de compte de résultats. Enfin, c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup. Hein. On sait que c'est des prévisions, que ça va dépendre de pas mal de facteurs, surtout liés à la conjoncture. Voilà, donc, mais essayer de trouver une projection sur du moyen terme. Donc, en général, on demande des prévisions sur 3 ans. Donc, voilà, donc essayer bien de ficeler cette partie-là. Ne pas hésiter à faire appel à des experts. Donc, l'importance de l'écosystème, parce que c'est un volet assez important. Donc, savoir s'entourer d'experts sur le volet juridique, donc des avocats, donc sur la partie comptable, un expert comptable, ou patrimonial encore avec un conseiller en gestion de patrimoine. Et puis, donc, faire attention effectivement aux liaisons qui sont le volet professionnel et familial, qui peuvent être justement imbriqués l'un de l'autre. Je voulais finir cette présentation par des projets qui m'ont été soumis pour financement.
sauf la deuxième application, parce que elle ne m'a pas sollicité pour le financement. Mais par exemple, donc, là, aujourd'hui, on a l'application Pitch, donc, qui a été développée par 3 pharmaciens, donc Mathis, Julien et Amal. Donc, ils sont actuellement dans l'incubateur Station F. Donc, ils font une levée de fonds. Donc, l'application, elle rappelle les prises de médicaments avec un système de récompense. Donc, si on respecte la prise de traitement, vous allez avoir des petits points qui vont vous donner accès à soit des réductions, soit des places de cinéma. Voilà. Donc là, ils sont actuellement en levée de fonds. J'attendais un petit peu de mon côté d'avoir un peu plus de billes juridiques, entre guillemets. Donc là, il n'y a pas le volet, contrainte d'actionnariat avec des pharmaciens, puisque leur société n'est pas, c'est une société classique, donc elle peut accueillir des actionnaires de tout horizon. Ensuite, donc, on a l'application, donc j'ai pris connaissance lors d'un événement à l'OMAS qui est développé par Sama également. Donc, c'est une application d'interprétation en temps réel pour une conversation entre un patricien, excusez-moi, et un patient. Donc, il y a 79 langues et dialectes enrichis en permanence. Donc, elle est également dans l'incubateur Station F. Et puis, le troisième, justement, donc, c'est en cours actuellement. Donc, c'est un cabinet d'orthodontie qui est en Gironde. Donc, le rachat, c'est un rachat, hein, donc qui veut être fait par l'AINA. Donc, là, on a une levée de fonds qui est en cours, donc à hauteur de 500 000 euros. Et on a mis en place un ticket maximum de 2 000 euros par investisseur. Et là, la cible, c'est février 2022. Et là, c'est sous la forme d'un certificat d'investissement. Voilà. Donc, gros challenge pour cette fin d'année. Donc la personne qui avait le cabinet auparavant part en retraite. Donc il souhaite que la numéro 2 du cabinet le reprenne. Donc voilà. Du coup, je ne sais pas si vous avez des questions. Du coup, moi j'ai terminé. Du coup, intervention. Alors, juste, alors j'avais une petite question, et puis je rappelle aux participants qui regardent ce live, n'hésitez pas aussi à poser des questions en commentaire ou même à intervenir, à ouvrir votre caméra si vous le souhaitez. Mais en tout cas, voilà, ouvrez votre micro et puis prenez la parole. Basma se fera un plaisir, voilà, de répondre à vos questions ou alors en commentaire, comme vous le souhaitez. Moi, alors, j'avais une petite question concrètement. Mise en situation, je suis médecin, je souhaite justement créer mon cabinet. Je viens, j'appelle Nissa Invest, je vous demande de l'aide. Comment vous pouvez m'aider? Comment on travaille ensemble? Alors, il y a 2 choses. Donc, soit le médecin a déjà ficelé, entre guillemets, son projet. Donc, il a déjà été accompagné par d'experts, hein, soit un avocat, soit un expert comptable ou un conseiller en gestion de patrimoine qui peut aussi faire office de chef d'orchestre et lier un peu toutes ces professions et peut être point clé, hein, aussi en fonction des problématiques. Donc là, tout cet accompagnement, il peut être fait par des experts. Une fois que le deuxième volet, c'est qu'il peut faire appel à nous. Et moi, je peux aussi l'orienter vers mon écosystème pour l'aider notamment à faire son business plan. C'est des professions qui sont autour de moi qui peuvent l'accompagner sur cette partie-là. Et une fois que l'ensemble de ces documents, donc son business plan principalement, hein, avec donc tout ce que j'avais mentionné, la partie situation personnelle, le marché, mes concurrents, enfin toute cette analyse-là. Ensuite, nous, on va l'étudier au sein du bureau. Donc, donc on est 5, donc 5 personnes vont étudier son projet, avec notamment 2 personnes adhérentes qui vont être experts dans le domaine. Donc, si j'ai quelqu'un du domaine du médical qui est dans l'association, donc je vais la mettre dans notre comité de sélection. Une fois que ce comité de sélection a donné son accord, on fait un premier point avec le professionnel de santé pour essayer d'un peu de sonder si on a des questions. Hein. Lui aussi peut en avoir aussi, parce que le montage est assez quand même particulier. Parce que certains vont à la banque et c'est simple, hein, donc d'aller à la banque, demander un financement. Et, voilà, donc, et nous, on va répondre aussi à toutes ces questions. Une fois que tout est OK, il présente son projet auprès d'investisseuses. Donc, charge à elles ensuite, si elles sont intéressées, d'investir sur le projet. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle, donc effectivement, c'est pour ça qu'en fait, tous les montages, ils sont encadrés sur le volet juridique. Hein, j'arrête pas de l'accentuer, mais c'est très important ce côté-là parce que tout est contractuel en fait. Donc, donc la sortie est contractuelle. Enfin, le pacte d'actionnaires, c'est aussi contractuel. Donc, il faut bien penser à cette partie-là.
Et ensuite, donc, on fait la levée de fonds classique. Donc, dès qu'elles sont intéressées, elles mettent un ticket et ensuite, ben, elles attendent retour sur investissement qui va être plus ou moins. Alors, pour une structure lambda, pas de santé, parce que pour une structure d'entreprise, c'est facile. Donc, soit l'entreprise, elle démarre, et là, on peut aussi intervenir à ce moment-là, et elle va miser plutôt une croissance en termes de capital. L'investissant, le porteur de projet doit dire, bah, écoutez, avec tout ce que j'ai développé par ailleurs, bah, mon action, elle coûtera, ou non, tu l'as acheté 100, et bah, dans 7 ans, mon action, elle coûtera 200. Donc, après, si c'est une entreprise qui est en phase de développement, elle aura déjà une existence. Du coup, on peut aussi potentiellement, en plus de faire une projection en termes de capital, on pourra aussi miser sur des potentiels dividendes au fil des années jusqu'à que l'investisseur parte. D'accord. Alors, on a justement quelques questions. On vous remercie de participer justement à ce live, c'est ce qui enrichit nos interactions. Alors, on va laisser la parole à Tasnim et après, on répondra aux questions de Yacine et Farah, normalement, si je ne me trompe pas. Good. Alors, Tasnim, je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Du coup, donc c'est vrai que merci pour la présentation qui était très intéressante. Alors pour être honnête, je vais pas dire que j'ai rien compris, mais c'est vrai que c'est un domaine très particulier. Il y a eu beaucoup de termes techniques qui ont été évoqués. C'est vrai que pour nous professionnels de santé, c'est pas du tout notre domaine. Pour une mise en situation, moi par exemple aujourd'hui clairement, donc j'ai un projet d'ouverture de cabinet d'orthodontie. Donc c'est une création. Les locaux ont été achetés et donc là, le financement que je recherche, c'est par rapport aux travaux, au coût du matériel, etc. Donc là-dessus, je n'ai pas très bien compris par rapport au fait que du coup les investisseurs interviennent, donc ils apportent forcément un capital, mais derrière, quel type de retour d'investissement ils attendent, sachant que la CELAR, enfin, du coup, en général, c'est vrai que c'est des CELAR pour nous professionnels de santé. Enfin, c'est assez difficile d'estimer un retour enfin, de l'investissement sur quelle durée. Moi, ça, j'arrive pas du tout à me projeter ni à bien comprendre ce point-là. En fait, donc toi, en fait, donc toi, principalement, donc les locaux ont été achetés et en fait, toi, tu cherches un financement, par exemple, pour des travaux, ce que tu me disais, c'est ça? C'est ça. Et il y avait quoi d'autre? Et après, du matériel, alors j'avais effectivement pensé à du leasing, mais je pense qu'il y aura quand même du matériel que je pourrais pas financer en leasing. Alors, juste, j'ai un doute pour la partie travaux en termes de financement, parce qu'il faut bien qu'il y ait un sous-jacent, faut qu'il y ait un actif tangible en face. Donc ça, pour les travaux, j'ai un doute, mais je te reviendrai. Sur ça, j'ai pas la question, mais sur la partie matérielle, oui, effectivement. Alors, retour sur investissement, tout va dépendre. Oui, sur le matériel, je comprends un peu ta question. Euh, sur ce point-là, c'est vrai que sur le projet sur lequel je travaille aujourd'hui, là, on parle du fonds de commerce en général et il va y avoir une indexation par rapport aux résultats. Par contre, effectivement, sur la partie matérielle, il y a ce qu'on peut faire. Et en fait, il me semble qu'en fait, il va y avoir justement donc, une valeur de sortie par rapport au matériel. Et, et ensuite, je préfère te revenir sur ce point pour le matériel. Là, sur cette partie, ouais, effectivement. D'accord. Et pareil pour les travaux, du coup, Pour les, dans ce cadre-là? non, les travaux, là, par contre, j'ai à 90% de. À 90% de. Donc, en fait, c'est vraiment plus pour du rachat de fonds de commerce, enfin, de cabinets dans sa totalité, quoi. Ouais, effectivement. Et là, justement, tu peux créer une indexation avec le résultat du cabinet. Ça, c'est quelque chose qui peut se faire éventuellement. Après, moi, j'avais déjà vu des partenariats économiques, par exemple, sur une voiture, par exemple. Donc, et en fait, ce genre de montage, après, il me semble que d'ici quelques temps, en fait, on détermine une valeur au matériel et on répartit. Mais je préfère te revenir sur ce point-là. Je ne l'ai pas vu encore, moi, en tout cas. Très bien, merci.
Alors, ok, alors, merci en tout cas, Tasnim. Je vais prendre, alors, il y avait une petite question. Alors, Yacine nous a posé 2 questions. Excuse-moi, Alors, est-ce que Tasnim, tu peux, je ne sais pas comment on peut avoir au moins ton adresse mail pour que je puisse te revenir sur ce point rapidement. Je ne sais pas comment on peut échanger. Pour moi, pardon, pour moi. Avoir ton adresse mail ou un numéro sur lequel je pourrais te revenir. Je vais l'écrire dans la discussion, je vais l'écrire. Ok, merci. voilà. Et de toute façon, aussi, Basma, tu rappelleras, je te poserai justement une petite question pour savoir comment vous contacter aussi, hein. Parce que voilà, ce serait important aussi de savoir si on peut vous contacter par mail, si vous avez un site internet, des réseaux sociaux. On le verra aussi tout à l'heure. Alors, on va prendre la question de Yacine. Alors, bonsoir, 2 questions. Elle a évoqué les coopératives en investissement sur les pharmacies. Comment ça s'organise factuellement? Et il y avait une deuxième question, je ne sais pas par laquelle tu veux commencer. Deuxième question, les certificats d'investissement n'engendrent pas d'intégration du capital. Quels intérêts pour un investisseur? Alors, je vais répondre à la première question. Donc, en fait, c'est un regroupement de pharmaciens qui accompagne justement par la levée de fonds entre pharmaciens qui accompagne justement l'ouverture de pharmacies. Alors des fois ça peut se transformer alors il avait plutôt parlé donc quand je l'ai sollicité, il me parlait aussi plus d'essayer de faire aussi profiter ces pharmaciens d'un effet de synergie au niveau de certaines coopératives qui sont liées à. Alors, il m'a parlé, alors moi aussi, hein, je ne suis pas dans le domaine médical, mais apparemment, en fait, il y aurait des centrales d'achat de médicaments qui permet, entre guillemets, aux pharmaciens de bénéficier aussi de coûts, de faibles coûts sur des produits qui ne seront pas des médicaments, mais tout ce qui est parapharmacie. Donc voilà, donc c'est en fait un groupement de pharmaciens qui accompagne via une levée de fonds l'ouverture de pharmacie. D'accord. Voilà. Alors, Et le deuxième point. les certificats d'investissement n'engendrent pas d'intégration du capital. Après, Quels sont les intérêts pour un investisseur? après Yacine, tu pourras, si tu si tu me parles plus de ton projet par ailleurs, il n'y a pas de problème. Et effectivement, le certificat d'investissement, on n'intègre pas de capital par ailleurs. C'était ça la question, tu peux me la reprendre, Liesel? Oui, justement, les certificats d'investissement n'engendrent pas d'intégration du capital. Alors, quel est l'intérêt d'un investisseur, en fait? Pourquoi, quel est l'intérêt pour un investisseur? Parce qu'il y a une indexation par rapport au résultat de la structure. Donc là, en fait, tout va dépendre, en fait, son rendement, il va dépendre des performances de la structure. Voilà. Alors, il y avait Farah aussi qui nous a posé une question. En travaillant à temps plein dans le médico-social, peut-on ouvrir en parallèle un cabinet ou doit-on réduire son temps de travail pour pouvoir le faire? Merci. Ça, je ne sais pas. Là, je ne pourrais pas te répondre sur ce. Après, je ne sais pas dans quelle mesure où, quand tu as un projet en général où tu peux aller sur les deux. Après, c'est toute une organisation, je pense, pour les porteurs de projets. Après, je ne sais pas dans quel ordre l'ordre des médecins vous autorise ou pas à avoir ce genre de structure en plus. Donc, moi, j'avais déjà vu quelqu'un qui avait une structure, mais qui n'était pas du tout dans le médical, donc qui était plutôt dans la restauration à côté, donc, et qui arrivait à allier les deux. Donc, ça dépend comment tu vois la manière de gérer tes deux activités, en fait. Après, je ne pense pas qu'il y ait d'obligation, de restriction justement à travailler. Je veux dire, si on a à temps plein, sauf si c'est écrit à la rigueur peut-être dans le contrat de travail, mais je ne pense pas qu'il y ait de restriction pour ça. Alors, Anis, bonsoir. Avez-vous déjà participé au financement d'une MSP? Et si oui, pouvez-vous nous faire un retour d'expérience? Qu'est-ce qu'une MSP? Une MSP? Anis, peut-être que vous pouvez préciser, sinon MSP. Médico-social, voilà, pluridisciplinaire, pluripo, on est pluridisciplinaire, non? Bon, maison de santé pardon, maison de santé pro, excusez-moi. Merci Lydia, c'est gentil. Hein. On n'est jamais intervenu sur ce type de support.
Zone santé pro. Ouais, effectivement, c'est pas. J'ai même pas le modèle économique. Donc, non, je sais pas. En tout cas, aujourd'hui, c'est la seule structure sur laquelle on va intervenir, ce sera sur le cabinet d'orthodontie, en tout cas. Alors, écoute, un petit message de soutien de Dalila. Bonsoir Basma, n'ayant pu saisir que cette fin de talk étant dans le TGV, je tenais surtout à te présenter mes félicitations pour ton dynamisme. Signé Dalila. Merci beaucoup, Dalila. Alors, il y a iPhone AA. Je peux répondre à quelques questions, notamment car je suis au bord de plusieurs fonds d'investissement. Allez-y, peut-être si on... Oui, bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas comment on règle le truc là de AA, mais je suis désolé. Alors, je m'appelle Abdelali. Je suis infirmier de profession, mais j'ai arrêté mon métier. Je suis au bord de plusieurs fonds d'investissement, notamment celui des mutuelles. Donc, la mutualité française qui comporte à peu près 500 mutuelles. Et donc, du coup, on a souvent dans des tours de table des discussions avec des investissements dans des startups ou dans des entreprises dans le médical ou le médico-social. Et du coup, il y a des questions auxquelles je peux répondre. Alors, attendez, je remets mon truc en l'air. Vous m'entendez toujours? C'est parfait, on vous entend. Ah, ok, pardon. Du coup, attendez, comment on fait pour revenir aux questions? Je suis perdu un truc là maintenant. Ok. Je réponds à Yacine qui évoquait la question des coopératives. Donc là, on est sur des discussions avec des professionnels de santé qui sont pharmaciens, qui en fait sont chacun indépendants et en fait, ils ont créé une espèce de groupement, mais sous forme de coopérative où en fait, chacun abonde à des financements dont il en a à la hauteur. Hein. Chacun peut dire, moi, je vais mettre 10 000 euros, 20 000 euros, 15 000 euros. En gros, cette coopérative, c'est plus pour fonctionner, comment dirais-je, fonctionner et partager les moyens auprès de comment dirais-je, de centrales. Exactement. Et surtout, pour avoir une force de négociation un peu plus forte avec l'industrie des médicaments, parce qu'on le sait, plus vous êtes de pharmacie, plus c'est facile de négocier le montant. Donc, en fait, la notion de coopérative, elle n'est pas faite pour un business, elle est faite d'abord pour avoir une capacité de mobiliser un certain nombre de pharmaciens autour de la table pour faire pencher l'industrie des médicaments à diminuer ses coûts. En tout cas, diminuer ses prix. C'est pas forcément. J'avais en tête les médicaments, mais aussi la parapharmacie. Parce que aussi, oui. Pour un pharmacien, il y a aussi un enjeu sur la parapharmacie qui doit être bien développé. Et c'est sur la parapharmacie qu'en général, on arrive à se faire un peu de chiffre, entre guillemets. Exactement, c'est ce qu'on appelle les marges additionnelles ou supplémentaires par rapport parce que c'est vrai que le médicament lui-même, il est généralement conditionné par du remboursement sécu et mutuel, alors que la parapharmacie, le prix, on peut le mettre à n'importe quel prix. Il y avait aussi la notion de Farah qui posait la question, est-ce qu'elle pouvait exercer et à côté ouvrir un cabinet. En fait, rien ne l'empêche. Ce qu'il y a, c'est juste le temps qui va l'empêcher, forcément. On a eu des cas, nous, de professionnels de santé qui nous ont sollicité pour des déploiements de cabinets dentaires sous forme un peu de marque. Et c'est vrai que au début, ils faisaient 4 jours ici, 2 jours ici, puis après 3 jours, jusqu'à ils n'étaient plus dans leur cabinet. Il y a Anis qui parlait aussi des MSP. Alors, le financement des MSP est assez particulier. Moi, je l'ai vu parce que j'ai fait partie de plusieurs MSP. Il est assez conditionné, c'est assez particulier parce que il y a des financements de l'Agence régionale de santé qui interviennent et du coup, c'est assez bloquant, assez conditionné, c'est-à-dire que en réalité, aujourd'hui, il n'y a pas forcément de modèle économique autour des MSP. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il y a un autre modèle qui est en train de se créer, c'est ce qu'ils appellent les urgences med. Et donc là où aujourd'hui, il y a des médecins qui ouvrent des espèces de micro-cabinets à proximité des centres hospitaliers pour désengorger. Et là, les marges financières sont énormes et donc sont en train d'exploser. Et donc, du coup,
ceux qui sont un peu les leaders de la santé en France, notamment Ramsay Santé, donc, qui est un groupement de cliniques privées, qui est le plus grand groupement européen de cliniques privées, sont en train de mettre un max d'argent dans ce genre de choses parce que l'État a débloqué beaucoup de financement. Donc, Tu avais quelque chose tu avais déjà participé à ce genre, tu as déjà vu de manière très opérationnelle et de très près justement ce genre de structure? ouais, en fait, c'est un modèle qui est en train d'exploser puisque il y a aussi un autre patron qui a créé Elsan, le deuxième leader de maisons, plutôt de cliniques et d'hôpitaux en Europe, qui est juste derrière Ramsay. Et donc, le gars a quitté Elsan pour créer One Health. Et donc, en fait, ils sont en train de créer ce genre de choses. Donc, moi, forcément, le fait est d'être dans plusieurs fonds d'investissement. Il y a souvent ce genre de structures qui sont en train de se créer et qui, aujourd'hui, nécessitent pas forcément beaucoup de fonds, nécessitent d'abord d'avoir des professionnels de santé. Et en fait, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est plutôt de dire, bon, on va dégager du temps aux professionnels de santé. Et donc, toute la partie administrative, les rendez-vous, tout est dématérialisé, tout est facilité et permet finalement à des professionnels de santé d'être plutôt dans l'acte. Et donc, forcément, comme les actes sont conditionnés plutôt par ce qu'ils appellent des poches de financement que l'État donne, en gros, plus tu touches de patients et avec ce qu'ils appellent des règles particulières qui sont, en gros, si tu touches des diabétiques, des hypertendus, des personnes avec des cancers, ta quote-part d'argent qu'on te remet est beaucoup plus forte parce que tu touches des patients hyper complexes et ça permet d'éviter d'engorger les urgences, d'engorger les services de médecine. Et donc, c'est un truc qui est en train d'être assez novateur. Ça s'appelle les urgences med. Et donc, c'est un truc qui est mal connu en France, mais qui est en train de se développer, qui vient essentiellement à la base des pays nordiques et qui voilà, est en train d'exploser ici en France et puis qui est en train d'arriver aussi aux États-Unis et dans d'autres pays. Ok, écoutez, merci Abdelali, c'est gentil en tout cas d'être intervenu. Avec plaisir. Et alors, je vais voir aussi le reste des questions. Alors, il y a Yacine aussi qui voulait prendre la parole, qui nous a laissé un petit message en disant est-ce qu'il est possible d'avoir les projections de rendement et de retour sur le cabinet de la Frangine en Gironde? En fonction, je veux bien prendre un ticket au montant maximal pour m'impliquer au projet. Oui, tu peux me contacter, effectivement, je te donnerai les modalités. Il a laissé son mail. Hein. Il a laissé, je le note, ouais, je le note aussi. De Tasnim aussi également. Hotmail.fr. Comme ça, je note tout aussi. Alors, super. En tout cas, c'est bien. Voilà, grâce au live, il y a des nouvelles interactions qui se font. C'est top. Alors, il y avait aussi une question. Est-ce que le live sera enregistré? Oui, il est bien enregistré. Après, on verra où est-ce qu'il sera diffusé. Alors, il y a Dalila aussi qui expliquait que les MSP se développent de plus en plus étant donné les conditions de travail à l'hôpital public, malheureusement. Oui, c'est vrai qu'on peut comprendre. Alors oui, je viens d'avoir les réponses. Le live sera mis en ligne sur la chaîne YouTube de l'OMAS. Vous pourrez donc le voir et puis n'hésitez pas aussi après à le partager aussi autour de vous. Hein. Voilà. Alors, Mehdi, il y a Delali qui demandait votre contact pour poser quelques questions. Et Dalila, les jeunes médecins ne souhaitent pas s'installer en cabinet seuls. Anis, merci Abdelali pour ce retour. Malheureusement, dans ce genre de projet, une intégration des pharmacies n'est pas systématique. Farah aussi vous remercie, Abdelali. Alors, Lydia, la question de la PEC de patients chroniques fait aussi partie des ROSP et ne concerne pas que les urgences médicales. Voilà, avec les acronymes, là, c'est pas facile à comprendre. Alors, quelqu'un veut expliquer la question de la PEC? Non, c'est prise en charge, en fait. C'est comme du coup, je pense qu'il avait compris l'acronyme, mais c'est vrai que cette question de prise en charge de patients diabétiques, hypertendus, de la proportion dans la patientèle, c'est pas qu'une spécificité des urgences médicales, ça fait partie des rémunérations sur objectifs de santé publique. Et donc, en fait, ça concerne tous les médecins, quel que soit leur mode d'exercice. Merci Lydia pour ces précisions. Lydia que je connais bien d'ailleurs. D'accord.
Ok. Alors, One Hills. Ah oui, alors ça, c'est Abdelali qui met justement quelques notes dans le chat à propos de One Hills, Ipsos Santé, Ramsès Santé. Sophia, j'ai aussi entendu parler du développement des infirmiers réa dans les campagnes. Par manque de SAMU, qu'en dites-vous, Sophia? Alors, il y a Sophia, je ne sais pas. Ah oui, attendez. Alors, il y a Nazim aussi qui est intervenu. Attendez, qui a fait un petit message, Nazim. J'ai raté le début de la présentation. En résumé, il y a 3 modèles possibles. 1. Apport de chaque praticien d'une somme en tant qu'actionnaire ou simplement des médecins collaborateurs non actionnaires avec retour sur investissement avec une date de rachat des différentes parts. Et 2, appel à une levée de fonds auprès de boîtes spécialisées. 3, un certificat d'investissement en passant par des boîtes également, mais si à échéance, la somme n'est pas atteinte, comment faire? Alors, il y a une question dans le numéro 3. Lors du certificat d'investissement, en passant par des boîtes également, qu'est-ce qui se passe si à échéance, la somme n'est pas atteinte? Bah, le projet peut pas avoir lieu, en fait. Hein. D'accord, il y a pas. Donc, voilà. Ok. Après, il y a peut-être possibilité, alors c'est toujours pareil en fait, c'est un peu particulier dans le cadre du médical, mais des fois, sur certains projets, il est possible de fonctionner en plusieurs streams en fait. Donc ce que je conseille à des porteurs de projets, des fois il y en a qui arrivent, bon bah moi j'ai besoin d'1 million, je veux faire ci, ça, 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 ça. Après en fait quand on se rend compte qu'au final il peut décomposer son projet, il dit bah écoute, bon ok j'arrive à lever 200 000, qu'est-ce que je peux faire déjà avec 200 000? Je commence par ça, je me développe. 1 an après, et d'ailleurs c'est ce qui se passe dans le domaine des startups en général, font leur première levée de fonds, ils commencent à se développer avec le peu de moyens qu'ils ont et quelques mois après ou 1 an après, ils refont une levée de fonds. Voilà, donc ça c'est quelque chose aussi que je recommande, c'est pas d'arriver avec son projet de grande envergure et de dire bah, j'ai besoin d'1 million, c'est sans ça ou ça peut pas fonctionner, c'est d'essayer de décomposer son projet et de dire par quoi je peux commencer et comment je peux tester aussi mon produit. Donc ça permet aussi de commencer à un peu communiquer sur une partie du projet. D'accord. Alors, bah, écoutez, est-ce qu'il y a encore quelques petites questions? Alors, ce n'est pas une question, mais c'est encore Abdelali, pardon. Ouais, allez-y. C'est juste pour compléter sur ce qu'a dit Basma, elle a entièrement raison. D'ailleurs, souvent, le grand problème, c'est qu'on attend d'être super prêt à 200% avant de lancer un projet, alors qu'on peut très bien lancer un projet autour de la santé hyper bancal et le tester en opérationnel. Et après, en même temps, avoir ce qu'on appelle des KPIs. C'est un peu le truc le nom un peu à la mode, où en fait on a des chiffres, on a un peu de renta, etc. Et après le présenter à un investisseur. Parce qu'en fait, un investisseur, souvent, et nous on le voit dans les comités, des fois on va avoir des investissements de 10 millions d'euros. La boîte, elle n'a même pas encore créé ses statuts, rien, hein. C'est juste une idée. Et ben, le fonds il va dire ok, je les mets parce que je crois en la personne, je crois en son modèle économique, je crois en sa capacité à avoir une renta rapide. Et donc l'investisseur, il met 10 millions sur la table et il dit, en gros, je les mets, mais même si je les perds, c'est pas très grave, parce que grosso modo, j'aurais fait ça parce que je sais que j'y crois. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe souvent. On a souvent, ouais, j'entends un tel, il a levé 10 millions, l'autre, il a levé 5 millions d'euros. Et souvent, assez souvent des fois, les boîtes sont presque même pas existantes, il n'y a même pas encore de rentabilité. Et donc cet argent va être investi plutôt énormément dans la communication, Oui, énormément dans le recrutement. Et moi, je crois aussi que nous, les professionnels de santé, on a notre carte à jouer. Souvent, on est un peu ceux qui sont utilisés pour les projets, alors que c'est à nous d'utiliser ces projets-là, puisqu'on connaît assez bien les patients pour créer la valeur ajoutée, parce que souvent, on se dévalorise en pensant, ouais, on est juste médecin, on est juste infirmier, on est juste sage-femme, etc., etc. Alors qu'en réalité, c'est nous la valeur ajoutée dans un projet. C'est pas forcément le tech. C'est quelque chose d'humain qui compte, effectivement. Ouais, voilà, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit intégrer dans notre processus, dans notre mental, qui est malheureusement à l'école, on ne nous l'apprend absolument pas, ce qui ne nous amène pas à y croire. Et fondamentalement, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir des structures qui existent aujourd'hui, qui sont souvent
des structures dont les CEO, les fondateurs sont des gens dans la tech et pas forcément des gens de la santé eux-mêmes. Après, je vais rebondir un peu sur la partie investisseur. Si demain, effectivement, vous retrouvez aussi un investisseur de projets, partez dans l'optique aussi que c'est de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Effectivement, il peut y avoir ou pas un retour sur investissement, mais nous, ce qu'on préconise globalement en gestion de patrimoine, tous les investissements que vous allez faire, il y a des risques à côté. Et le risque de perte de capital, il est omniprésent sur tous les supports. Quelqu'un qui vous assure un rendement, ce n'est pas possible. Un rendement assuré, il y a quelque chose derrière. Donc, on n'est jamais à l'abri de la conjoncture économique. On ne sait même pas. Donc, le Covid a été vraiment l'exemple. Donc, il y a plein de structures qui ont été défaillantes donc, et qui ont manqué de trésorerie. Mais partez vraiment dans l'optique où c'est de l'argent dont vous n'avez pas besoin et un investissement en général, donc hormis bourse et quelques autres supports qui sont plutôt court terme. En général, on part vraiment sur des supports qui sont moyen terme, long terme. Quand on rentre à l'actionnariat d'une société non cotée, on part vraiment sur des périodes qui ont 5-7 ans, même si c'est contractuel, partir toujours sur une vision qui est plutôt moyen terme, long terme. Alors, il y a Yassir qui voulait prendre la parole. Je vous laisse ouvrir votre micro, Yassir. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui, parfaitement. Oui, bonsoir, salam alaikum. Oui, désolé pour le retard. En fait, j'ai pas vu la présentation. Basma me connaît. Je pense qu'elle vous a parlé du projet donc du cabinet d'orthodontie à Bordeaux. Donc je suis le mari de Leïla. En fait, on essaie de mettre en place ce projet tous les deux ensemble. Et voilà, donc c'était juste pour vous dire que si vous avez des questions ou même si vous êtes intéressé potentiellement à investir, vous pouvez toujours nous contacter directement. C'est toujours d'actualité, enfin c'est en cours et je sais pas trop ce qui s'est dit. Encore une fois, je suis désolé, je suis venu en retard, mais voilà, vous pouvez nous contacter, il y a aucun problème. Voilà, c'est juste pour dire ça. Il y avait certaines personnes, ça m'a Yacine voulait participer. Voilà, il y a des gens qui veulent participer et justement, on va prendre les adresses mail et on va les contacter par la suite. Voilà. Super, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes en tout cas? Bon, voilà, c'est super. Au moins, on a eu le cabinet de Bordeaux qui est intervenu. Comme ça, Yacine, vous pourrez être mis après par la suite en relation avec eux par Basma. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore des petites questions? Sinon, je vous propose après d'arrêter ce live. Juste, on va rappeler Basma quand même. Où est-ce que l'on peut vous contacter? On peut nous contacter. Donc, on a un site internet qui s'appelle nissainvest.com. Donc là, il y a un formulaire contact avec un numéro de téléphone. Et puis, voilà. Donc, n'hésitez pas, du coup. Alors, nissainvest.com. Alors, en gestion de patrimoine, du coup, c'est balkispatrimoine.fr. Voilà. D'accord. Alors là, avec Belkis Patrimoine, tu accompagnes les gens. Là, c'est plus après sur l'aspect personnel. Personnel et professionnel, effectivement, sur les deux. Donc, sur le volet juridique, fiscal et aussi en termes d'investissement également. Voilà. Alors, on va mettre aussi peut-être le site après dans le chat. Je vais le mettre dans le chat. Alors, Zineb, le site, c'est nissainvest.com. On va le mettre dans le chat aussi. Voilà, comme ça, vous l'aurez à disposition. Aussi, pour mesdames, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi en tant qu'investisseur et adhérente. Moi, ça me ferait plaisir d'avoir aussi votre profession qui est représentée au sein de mon groupe également. Alors, on a une petite question aussi de Anis. Une question sur le rendement. Quel est le taux attendu par les investisseurs? Alors, ça dépend ça va dépendre du projet. Mais alors on parle d'un rendement moyen sur une société non cotée, entre guillemets, entre 10 et 12% sur une société non cotée. D'accord. Voilà, à peu près. Donc après, tout est en fait, tu vas mesurer le risque. En fait, le rendement va dépendre du risque que tu vas prendre. Notamment, alors si je vais reprendre le cas du cabinet d'orthodontie, bon, quasiment c'est une structure qui est bien installée, qui a plus de 10 ans d'existence. Enfin, voilà, on sait très bien que c'est un domaine qui fonctionne et qui tend à perdurer parce qu'on a tous besoin de soins dentaires. Enfin, on dit que les orthodontistes, ils ont du travail ces 15 à 20 prochaines années. Donc, on est sur une structure quand même qui est quasi, qui est pas sans risque, parce qu'il peut y avoir des aléas, mais je pense que là, tu peux tabler sur un peu moins de 10% en tout cas. Ok.
Super. Écoute, merci en tout cas pour ta réponse. Il y a le site internet qui a été mis dans le chat. N'hésitez pas à prendre, à conserver le lien. Est-ce qu'on peut peut-être mettre ton adresse mail ou s'il y a une adresse contact peut-être? Oui, effectivement, je vais la rajouter. Vous avez aussi une page Facebook. Oui, effectivement, on est présent. Alors, ça fait on a 1 an d'existence, exactement. Je vous cache pas que j'ai repris. Moi, ça fait donc cette année, c'était très compliqué parce que j'ai repris aussi. Donc j'ai repris une formation qui est Master 2 en gestion de patrimoine que je termine officiellement mardi. Donc je soutiens mardi soir. Mais bon, globalement, j'ai eu une année assez compliquée et, en termes de com. Et voilà. Mais bon, maintenant, on va pouvoir un peu plus se projeter. Pour les prochains rendez-vous, on a une conférence dans une école, donc Financia Business School, le vendredi 17 décembre à partir de 18h. Donc là, je vais intervenir sur plutôt tout ce qui est. On va y avoir 2 intervenants. Donc moi, je vais intervenir sur la partie gestion de patrimoine et investissement sur des titres de mon côté. Et ensuite, on va avoir un savant qui va intervenir sur la partie zakat, exactement. Voilà. Ouais. Bon, je te laisse lire le chat. Tu as de jolis petits messages, en tout cas, d'encouragement, de soutien. Voilà. Voilà. Bah, écoute, est-ce que tu avais une dernière, un dernier petit point à évoquer ou non? Non, du tout. Je voulais remercier tout le monde d'avoir participé à ce chat. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de précision sur tel ou tel sujet. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Super, écoute, merci Basma. Merci à tous de nous avoir suivis, d'avoir été présents durant ce live, d'avoir aussi posé vos questions. On a pu échanger entre nous. N'oubliez pas justement d'aller voir sur le site internet nissainvest.com. Aussi à vous abonner à la page Facebook de Nissa Invest, mais également de l'OMAS. Bon, tout le monde est déjà inscrit à l'OMAS, ça c'est sûr, vous suivez la page, mais n'hésitez pas aussi à la partager. Et ce live sera aussi mis à disposition sur la chaîne YouTube de l'OMAS. Voilà, on vous attend aussi prochainement peut-être pour de nouveaux lives et je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Basma, je te laisse dire aussi un petit mot pour terminer. Oui, merci à tous et puis à très bientôt du coup. Bonne soirée.